Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour un brief de marché hebdomadaire et d'analyse graphique. Je suis ravi de vous retrouver donc dans ce contexte toujours très compliqué avec des marchés qui sont très volatiles, très nerveux, ce qui n'est pas un signe de stabilité extraordinaire, hein. C'est embardé avec des séances et des amplitudes de 5% sur le S&P, puis 3% le lendemain. Et je parle évidemment des séances de contre-pied de jeudi dernier suite à l'inflation, et puis des contre-pieds ensuite et des retours un peu brutaux. Alors on a quand même des éléments d'amélioration un petit peu à très court terme. On surveille des petits signaux timides, mais pour l'instant ça reste toujours assez indécis, toujours en trading range, toujours en partie basse, et on se méfie des contre-pieds, même s'il y a un tout petit peu de mieux depuis quelques heures. Alors du côté des positions ouvertes sur les marchés dérivés, qui est notre élément driver important, sur l'Eurostoxx, aucun changement au cours des deux séances de hausse précédentes. On a pris 1,5% en deux séances. Je ne parle pas de la séance du jour, hein. Nous sommes donc le 17 octobre, le marché est clôturé, mais je n'aurai la position ouverte de lundi, donc aujourd'hui 17 octobre, que demain sur l'Eurostoxx. Pour l'instant, le signal, c'est que sur l'Eurostoxx, rien n'a bougé. Il y avait un tout petit peu de pression baissière sur l'Eurostoxx en début de semaine dernière, et donc jeudi et vendredi, malgré des rebonds, pas de changement. Donc les vendeurs n'ont pas capitulé au cours des séances, et même des grandes séances de volatilité qu'on a connues jeudi et vendredi, mais pas de changement significatif non plus. On entame en plus une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, ce qui, parenthèse, me fait dire qu'on va avoir du mal à lire l'évolution de la position ouverte. Pendant la semaine d'échéance des marchés dérivés, par définition, l'intérêt augmente nécessairement pour des questions techniques et mécaniques, hein. Le nombre de contrats futurs va augmenter mécaniquement tous les jours, ce qui fait que quel que soit le sens du marché, on n'arrive pas à détecter quelle est la force, quel est l'intérêt. Donc pour ça, et c'est pour ça que cette semaine, je ne publierai pas, sauf élément très significatif, l'évolution de la position ouverte jusqu'à la nouvelle échéance de la semaine prochaine. En tout cas, sur le futur CAC 40, en revanche, depuis deux séances, jeudi et vendredi, hausse avec du soutien haussier et assez significatif jeudi d'ailleurs. Alors, il faut dire que la position ouverte sur le futur CAC 40 est très très faible, elle était vraiment asséchée, et les conditions et les raisons techniques liées à l'échéance des marchés dérivés jouent probablement aussi, ça fausse un peu les choses. Quant au marché américain, je regarde l'évolution, elle, quel que soit le sens, elle augmente. La position ouverte sur les marchés américains, elle augmente pas mal, et même sur les options, sur les indices américains, beaucoup d'échanges, beaucoup de volume, et moins de couverture dans les portefeuilles. Alors, quels que soient les indices, CAC 40, Eurostoxx ou S&P, il y a moins de protection dans les portefeuilles depuis vendredi, malgré les embardées sur le marché. Le contre-pied et le rebond de jeudi, et puis le petit retour de vendredi, n'ont pas effrayé plus que ça les opérateurs, qui ont tendance à avoir renforcé les positions en options d'achat. Ça ne sont pas les options de vente qui ont diminué, ce sont les options d'achat. Donc un petit mode risk-on, qui est soit effectivement un petit signal de départ d'une impulsion haussière, soit un peu plus de complaisance. En bas de marché, c'est plutôt le premier cas de figure qui est à prendre en compte. On a un tout petit peu plus d'intérêt dans un marché qui était un peu en retrait. Mais on se méfie toujours de cette hausse, et on suivra la hausse de l'évolution de la position verte sur les options. Donc toujours un peu de nervosité, un peu de fébrilité. Côté macroéconomique, ça va se calmer cette semaine, pas grand-chose. On aura demain le ZEW du sentiment économique en Allemagne, c'est toujours important. Mercredi, l'indice des prix à la consommation en Europe, évidemment à surveiller dans ce contexte où on surveille, et les banques centrales particulièrement surveillent l'inflation. Et puis jeudi, ce sera l'indice de la fête de Philadelphie qui sera à surveiller aussi. Bon, des macros qui ne sont pas majeurs par rapport à ce qu'on a connu précédemment. C'est surtout la microéconomie qui va prédominer cette semaine avec, dès demain, ce sera Netflix aux États-Unis. Alors il y aura aussi ASML, IBM qui seront intéressantes à regarder dans ce contexte. Et puis Tesla va être le point d'orgue de la semaine aux États-Unis, bien sûr. C'est la valeur spéculative par définition, et probablement elle va donner des éléments quant à la suite de la tendance. C'est peut être le début du déclencheur de l'évolution, puisqu'on est pour l'instant toujours dans des trading range. Et puis jeudi et vendredi, 8 valeurs du CAC vont publier, puisque la 9e, ce sera Eurofins Scientifique demain. Mais donc 8 valeurs du CAC vont publier jeudi et vendredi, et donc une fin de semaine qui va être intéressante, probablement agitée, qui va donner un peu le là. On peut dire pour l'instant que les premières publications, notamment celles de MH, ont été accueillies un peu fraîchement. Il y a eu pas mal de volatilité, et on se souvient que le jour de la publication de LVMH, le CAC a terminé à l'équilibre, très légère baisse, et
LVMH qui prenait plus de 3% en séance a terminé aux alentours de 2% de progression, avec tout ça avec des volumes qui restent assez timides encore. Alors, ça prouve que le marché est toujours à la main de la spéculation, qu'on n'a toujours pas de grosse initiative de la part des opérateurs qui sont en situation d'attente, même si ça frémit un petit peu, et c'est ça qui est intéressant, ça entre dans les signaux à surveiller récemment, les volumes augmentent un petit peu sur tous les indices, il se passe quelque chose, maintenant ils sont dans les deux sens pour l'instant, donc difficile d'en détecter une direction, mais on sent que l'intérêt est en train de monter et que les choses vont se mettre en place. Donc on a toujours un risque baissier évidemment à court terme, mais et des éléments un peu positifs qui se mettent en place sur pas mal de valeurs, on va en citer quelques-unes. Côté sectoriel, on peut le dire déjà, il n'y a toujours pas de logique sectorielle forte en ce moment, c'est très neutre de ce côté-là. Quelques signaux du côté de l'automobile, et on le voit avec quelques valeurs, et puis quelques signaux du côté de l'industrie, secteur de l'industrie. Pour le reste, on n'a pas de signaux forts dans l'immédiat, pas de force sectorielle notable. C'est vraiment un marché de stock picking, et de toute façon, quel que soit le contexte, on va le voir, si on en sort par le haut, je le répète souvent, mais je le confirme encore, si on en sort par le haut de ce contexte, eh bien, on va devoir de toute façon consolider des figures. C'est des petites structures qui sont en train de se mettre en place avec des potentiels relativement intéressants, mais à surveiller. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va commencer comme toujours par le S&P. Vous avez une vue hebdomadaire du graphique S&P 500. Je l'ai laissé en hebdomadaire pour plusieurs choses, parce que il y a déjà cette grande bougie de la semaine dernière intéressante, avec toujours en bas de marché. C'est un peu court, il y a une grosse mèche en haut pour être un marteau, mais il y a quand même cette réaction de hausse, cette réaction au-delà de ce support, donc situé aux alentours de 3580 sur le S&P, et le fait qu'on bute donc toujours sur un niveau de résistance important qui doit rester donc en rouge pour le moment, qui est ici 3700 points. On réintègre 3639. Je l'ai réajusté à 639 compte tenu des cotations récentes. C'était 634 avant, c'est pas un gros changement, mais un petit peu de mieux, et une séance qui ouvre dans le vert et assez nettement. On prend quand même 2,70% de hausse. La bougie est petite encore, même si on a eu effectivement jeudi des volumes un peu plus lourds à la hausse que dans la baisse de vendredi. Alors, si on zoome sur le S&P, on est toujours dans une configuration de trading range. Je vous avais donné une zone cible, hein. On est allé chercher presque, on s'est approché de la zone cible, hein. C'était donc situé entre 3398 et 3508. On est rentré dedans et on a rebondi donc suite à la grande séance volatile de jeudi dernier. C'est un graphique en journalier que vous avez ici. Donc on a pénétré à l'intérieur de la zone cible. On n'est pas allé chercher le niveau cible exact. C'est aussi un signe de force de résilience du marché. On n'a pas de structure de retournement haussière dans l'immédiat. Alors on a cet appui ici qu'on peut mettre en parallèle avec celui-là. Je regardais graphiquement, il y a quelques divergences, notamment du côté du MACD en hebdomadaire. Donc ça, c'est à surveiller aussi. C'est le débordement de 3700 points sur lequel on a eu des échecs, et même un petit peu au-delà maintenant, 3706, sur lequel il y a eu des échecs, et le retour à l'intérieur de ce grand gap, hein. Il y a cette plage de cotation isolée, et donc accélération baissière, un gap de chaque côté, ça aurait pu être un island reversal, ça s'est invalidé, gap de l'autre côté, et là, si on sort de cette zone de cotation, pourquoi pas encore avec un nouveau gap, ça pourrait faire isoler ces zones de cotation et donner une dynamique haussière. Maintenant, ce pourquoi j'insiste beaucoup sur le retournement, on va le voir avec le Nasdaq. Vous allez voir que les structures sont petites, voilà, et il faudrait réintégrer cette zone d'accumulation qui date des dernières publications. On remarque aussi que alors que les publications du mois de juillet commençaient à partir du 15 juillet dernier, le mouvement de hausse s'était mis en place un peu avant et avait déjà commencé la hausse avait commencé à se faire un peu avant. Là, c'est très timide, on reste en retrait. Mais ce sera peut-être un signe d'accélération complémentaire si le marché va accélérer un peu. Le risque, si on invalide, c'est de continuer à aller chercher dans cette zone cible. On envisage toujours donc retourner entre 3398 et 3508 pour aller former une structure plus importante. En dessous, on n'a pas grand-chose avant 3236. Donc des niveaux un peu lointains. On commence à approcher de niveaux d'excès baissier et le point bas des marchés
ne devrait pas tarder maintenant, même si on sait et on considère toujours que la situation va être longue. Le marché est dans une séquence qui ne donne pas de signaux de retournement de long terme. On va le voir donc justement avec le Nasdaq. Pas de retournement haussier et pour l'instant une phase d'accalmie qui est plutôt la bienvenue, il faut le dire. C'est un peu ce qu'on peut espérer de mieux dans l'immédiat. Alors, sur le Nasdaq 100, là, on a ce graphique qui est en journalier, qu'on observe depuis longtemps maintenant, toujours de cette structure de retournement en épaule tête épaule. On est quasiment de la même façon à aller chercher la cible. Donc il y a eu une grosse invalidation jeudi, un contre-pied spéculatif. Alors ce qu'on voit, il y a pas mal d'éléments à donner sur cette figure. On accumule toujours sous la borne haute du canal baissier de moyen terme, qui est en passe de devenir un canal baissier de long terme maintenant. On l'accumule toujours en dessous, on a buté une fois dessus ici. Vendredi, ça a été notre échec aussi en ouverture. Et là, on est toujours en accumulation en dessous, mais on ouvre au-dessus de 10 960. Il y a une stabilisation, on ne retourne pas chercher en dessous pour l'instant. Donc la structure baissière est toujours valable, on n'a pas invalidé le mouvement de baisse pour l'instant, simplement un tout petit peu de mieux. Et cette grande séance de jeudi avec des volumes qui sont un peu plus nettement plus marqué, alors qu'on a terminé dans le vert. Alors est-ce que c'est beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage? Pour l'instant oui, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Simplement, de la même façon, on n'a pas de figure de retournement haussière, vous le voyez. Alors ça n'empêche pas qu'il puisse se produire une accélération, on peut accélérer, aller chercher, déborder cette zone clé, 11 510, 11 638, j'irai ajuster les niveaux aussi. Ça c'est vraiment important. Ces niveaux intermédiaires qui sont apparus, 11 127, 11 312, donc accélérer au-dessus, déborder ça, ce serait l'invalidation bien entendu de la figure, même bien avant. Si on repasse au-dessus du canal baissier, de la borne haute du canal baissier, qu'on réussit à se réinstaller au-dessus, et surtout au-dessus de 11 312, on réintègre en plus le gap, et si on clôture au-dessus de ce gap, celui qui a été ouvert ici donc le 7 octobre, là on invalide la structure de retournement baissière, et au mieux on latéraliserait, on peut accélérer à la hausse au mieux plutôt, et au pire on latéraliserait. Le risque baissier serait quand même assez éloigné. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours en zone de danger. On n'arrive pas à s'en extraire. Le marché a bien identifié ce niveau, donc cet oblique qui est marqué en journalier par des points hauts si vous voulez le reproduire, du 21 avril dernier et par exemple, pour les retrouver, du 7 octobre, on a aussi le point haut du 22 juillet. Ils sont très propres. Donc 7 avril, 22 juillet, vous retrouverez l'oblique en question. Ça, on devrait s'articuler autour de ces niveaux tant qu'on n'a pas de nouveau, notamment du côté évidemment des technologies américaines. Et pour l'instant, cette semaine, uniquement Tesla et Netflix qui publieront. Donc un peu de risque. Mais ce que je voulais vous montrer, si on dézoome, alors je ne sais pas si le graphique va être très propre en long terme. Oui, ça c'est lisible. Là, on a un graphique du Nasdaq mensuel. Nasdaq 100, d'ailleurs, graphique mensuel. Ce qu'on voit déjà, c'est cette grande bougie d'indécision du mois en cours, d'octobre. C'est un doji porteur d'eau. On ouvre et on clôture pour l'instant. On n'est que le 17 octobre, mais exactement au milieu. Donc grande bougie d'indécision. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est la taille de la structure de retournement qu'il a fallu pour baisser. Alors le mensuel, c'est peut-être un peu large. On va le voir en hebdomadaire. Voilà, il a fallu vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines d'indécision pour retourner le marché et accélérer à la baisse. Et on peut considérer que c'est au moins toute cette zone-là qui s'est construite de juin à avril. Donc juin 2021 à avril 2022, c'est long, qui a permis de retourner le marché. Là, on n'a pas de structure de retournement si on regarde la taille. Alors on a cet appui ici, un autre un peu plus bas, donc on est peut-être en train de construire les bases de quelque chose, mais on n'a pas de figure qui soit suffisamment grande et importante pour l'instant. Maintenant, on peut encore accélérer à la hausse, effectivement, et aller rechercher au moins cette zone et ce niveau qui reste toujours notre plafond de verre, le niveau du gap du 22 août dernier, qui va être très important. On est cette fois-ci sur un graphique du Nasdaq en hebdomadaire, et retourner dans ce trading range précédent, au moins. Donc, évidemment, les résultats vont donner le là. Mais si on regarde pour l'instant, on a effectivement en journalier toujours des petites structures
même pour retourner et pour repartir à la baisse, vous avez vu qu'on a formé cette structure de retournement qui s'est construite entre le 19 juillet et le 16 septembre, hein, ça prend du temps, et là on n'a pas des structures de taille équivalente. Alors encore une fois, des excès, et pourquoi pas une accélération haussière, on peut aller rechercher ces niveaux-là, puis consolider ensuite. C'est ça, c'est le sens de ce que je veux vous dire là plus précisément, c'est que même si on accélère, et même si on accélère pas mal, on consolidera probablement par la suite, la séquence va être longue, et il ne faut pas s'emballer dans un marché qui reste toujours soumis à beaucoup d'indécision. Si on va regarder du côté de nos indices européens, alors on va regarder la volatilité rapidement, mais il n'y a pas grand chose de nouveau à part dire qu'elle reste très technique et très canalisée toujours, cette volatilité. Voilà, 34,49, c'était notre niveau d'alerte, hein. On s'est fait peur le 28 septembre. En ouverture, on l'a testé 2 fois les 11 et 12 octobre, et puis on consolide pour l'instant, et aussi signe de détente. Deuxième fois qu'on bute dessus, et peut-être un retournement, et donc on reste en zone d'alerte forte, hein, la volatilité est toujours tendue, ça c'est quand même signe de prudence de la part des opérateurs, donc comme je vous le disais, si sur les options, le ratio put-call est moins fort, sont plutôt des options d'achat que de diminution d'options de vente, donc il y a toujours de la protection, mais peut-être un petit peu de risk on, peut-être des achats de call qui se font sur une position ouverte aux États-Unis qui est importante maintenant sur les options, et avec un record de volume d'options d'ailleurs le jeudi 13 octobre au cours de cette grande séance de volatilité. Alors, donc du côté des indices européens, on va regarder l'Eurostoxx, on va prendre un graphique, eh bien, on va regarder le graphique journalier sur l'Eurostoxx. C'est bien un graphique en journalier que vous avez ici. C'est intéressant, hein, ce double appui qui s'est formé entre 29 septembre, 13 octobre. C'est un peu court pour former ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom, c'est au moins, petite parenthèse pédagogique, un double bottom, c'est au moins un mois et demi d'écart entre les deux points bas. Sinon, ce n'est pas au sens de l'analyse graphique un double bottom. Alors, ça peut servir de retournement, mais le double bottom, c'est au moins un mois et demi d'écart entre les deux points bas. Là, on a moins que ça, on a à peine 3 semaines. C'est un peu court pour que ce soit considéré comme un double bottom. Ça n'empêche pas qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une réaction forte sur ce niveau que vous avez sous les yeux. 3280, 2 fois préservé, et forte réaction la semaine dernière. On était revenu en zone d'alerte, hein, et on l'a invalidé. Accélération, on n'arrive pas à repasser 3450, on a buté dessus vendredi, on rebute dessus aujourd'hui pour l'instant, mais on s'en approche. Et donc un tout petit peu de mieux de ce côté-là, et on repasse au-dessus de la ligne de tendance baissière aussi. On sort de cette ligne-là et on constate que l'indice se réinstalle au-dessus. C'est plutôt bon signe, meilleur signe en tout cas à court terme. On a aussi, cette fois-ci, pour le même graphique Eurostoxx en hebdomadaire, ce signal qui est quand même intéressant, hein, c'est mèche depuis les 3 dernières semaines, 26 septembre, semaine du 3 octobre, semaine du 10 octobre, ces mèches basses, hein, qui donnent des signes d'intérêt à chaque fois qu'on va donc dans cette zone, située un peu en dessous de 3280. Il y a de l'accumulation, souvenez-vous, ça avait été le même cas en juin-juillet, et ça avait débouché sur une accélération haussière, qui avait été nettement invalidée ensuite, mais en tout cas, accélération haussière possible, surtout qu'on est en train de déborder tout doucement cette oblique qui n'est pas encore très nette ici. Mais qu'on surveille. Elle est un peu tôt. Ouais, il n'y a pas encore de niveau suffisamment cohérent. Pardon, voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Pour l'instant, cette accumulation est retour au-delà de la ligne de tendance baissière de moyen terme qui était active depuis plusieurs mois. Du côté du DAX, aussi un signal intéressant. Si on le regarde toujours en hebdomadaire, c'est la 3e semaine qu'on arrête de baisser, et pour l'instant en tout cas, hein, nous ne sommes que lundi, mais même s'il y a eu des rejets contre 12 620, et si on est toujours sous l'alerte de long terme sur le DAX, notre trading range, eh bien, on n'est pas allé chercher la zone cible du tout, on a même préservé très nettement 11 950, 3e bougie verte d'affilée en cours de construction, en tout cas un peu de mieux la semaine dernière. Des volumes qui sont un petit peu étoffés aussi sur le DAX, un petit peu, hein. C'est pas énorme encore, mais il y a une quinzaine de pourcents, dizaine de pourcents de volume en plus dans des séances de hausse, donc ça c'est à prendre en compte. La séance du jour témoigne d'un volume qui est très faible encore, donc peu d'initiatives et peu de crédit à accorder à ces mouvements-là, hein. Pour qu'un marché puisse payer, remonter, il a besoin de volume, c'est un corollaire important. Alors il y a aussi un élément intéressant, c'est que
sous cette accélération baissière, on devait aller chercher donc cette zone cible, on n'y va pas, ça c'est un signe de force, et surtout on vient se rapprocher de cette oblique. Donc ça peut plus, compte tenu de la taille de la structure, être vraiment un pullback pour réaccélérer ensuite. En tout cas dans cette structure-là. C'est-à-dire que pour aller chasser cette cible-là, on est allé trop proche de la cible, de la zone cible, et le rebond est trop important pour que cette structure soit toujours valable. Donc on reste dans le trading range, on est en train d'essayer de le déborder en hebdomadaire, je ne l'ai pas encore déplacé parce qu'on ne l'a pas débordé, et ces niveaux sont charnières, ils ont été importants et très travaillés, ici aussi, hein, ça date déjà de mars dernier, donc pour l'instant on est en hebdomadaire, on a eu des rejets les 2 semaines précédentes, mais c'est le niveau 12 620 qu'il va falloir déborder, et en tout cas, si on rebaisse, ce ne sera pas pour baisser peu à la zone cible, ce sera probablement pour les baisser plus nettement. On a des cibles baissières qui sont bien plus marquées, 11 480, mais on se contenterait probablement pas, si on repart à la baisse, à cette zone 11 170, 11 450. Le risque, c'est d'aller vraiment plus bas. Mais pour l'instant, on a préservé ces niveaux depuis 4 semaines au-dessus de 11 950 et petit rebond en cours. Toujours avec des structures qui sont petites, mais qui donnent des retournements possibles. Alors on peut zoomer un peu sur le DAX en journalier pour voir l'ampleur des structures. Ce ne sont pas des figures parfaites, on peut y voir des doubles appuis, où c'est un peu grand pour être une anse de tasse et anse. Ici, on aurait la tasse là, la anse ensuite, mais la anse est un peu large. Toujours est-il qu'il y a bien des niveaux qui sont identifiés assez nettement. On a buté sur ce niveau-là. Ici, là, on a tenté de déborder. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, si vous donnez l'ampleur, alors le DAX étant un indice faible, ce n'est probablement pas l'indice qui va rebondir le plus à court terme, mais on a donc un potentiel qui est équivalent à la taille de la structure en cas de rebond. Et si on arrive à sortir par le haut de cette saison des publications trimestrielles, ça donne donc des cibles qui sont de cet ordre-là. Par rapport au cours de clôture de ce soir, donc avec un DAX qui clôture à 12 649, ça donne un potentiel haussier de l'ordre de 6-7%. C'est effectivement, et alors avec toujours ce fameux gap qui date du 22 août, qui est notre plafond de verre, et vous voyez que, comme par hasard, ça correspond à notre zone cible, hein, ici. Je ne l'ai pas replacé en niveau intermédiaire, mais on peut clairement considérer que c'est un niveau clé pour les jours à venir. Donc voilà, l'ampleur du rebond, s'il continue à se mettre en place, ce n'est pas énorme. C'est pour vous donner, sur le DAX, c'est pas l'indice qu'on choisit en priorité comme il est faible en ce moment, mais c'est pour vous donner le moyen de calculer la taille des structures si l'indice venait à rebondir de façon un peu plus forte. On va regarder le futur CAC 40, cette fois-ci en 14 heures. Lui aussi tente de sortir de sa zone de congestion latérale. Il a été testé. Et voilà, on est en 14 heures sur le futur CAC 40. Il a été testé sa zone d'alerte de moyen terme. Voilà, c'est bien. Vous l'avez sous les yeux. Il a été testé sa zone d'alerte de moyen terme. Ici, donc entre 5677,5 et 5739,5. Un passage en l'intérieur, une réaction, ça aussi c'est plutôt un signe d'intérêt, plutôt un signe de force. Et retour en haut du trading range, hein, 6056,5, on en parle depuis longtemps maintenant. C'était 6040 à l'origine, on a élargi la zone en haut avec cette accélération haussière, puis cette invalidation. Et retour, pour l'instant, il y a un petit peu de divergence du côté du RSI 9. En journalier, mais c'est assez timide pour l'instant et à valider. En tout cas, effectivement plus de volume, mais c'est sur le futur CAC 40 aussi lié à l'échéance des marchés dérivés. On constate qu'on a réussi à repasser au-dessus de ce niveau-là, le préserver et à se réinstaller au-dessus. Ça, c'est important, c'était une zone clé. On bute donc aussi sur cette oblique qu'on a identifiée en 14 heures. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle nous donne plusieurs niveaux. C'est en 14 heures, ça permet de le valider. Mercredi 21 septembre, jeudi 6 octobre et donc vendredi 14, on a buté sur ce niveau-là. Et vous voyez qu'en clôture, on est en train de travailler autour. Donc ça confirme que les opérateurs ont bien identifié ce niveau pour l'instant
et qu'on va devoir le déborder sur une ou deux clôtures pour pouvoir accélérer. On rappelle que si on réaccélère, on ne passe qu'en zone de neutralisation de moyen terme. Hein. Le biais est baissier à moyen terme toujours. On serait un peu plus neutre et on viendrait sur des niveaux de stabilisation. L'accélération haussière, elle est d'amplitude équivalente à la taille du trading range actuel. Ça donnerait à peu près la zone cible, à peu près le haut du range. Donc de l'ordre d'aller chercher donc 6480, cette zone donc située entre 6430 et 480 et demi. Ce ne sont pas des mouvements énormes auxquels il faut s'attendre à court terme, c'est peut-être tant mieux que le marché stabilise, et encore une fois, la séquence va être longue de toute façon. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. Sur le Brent, eh bien, on a cette fois-ci une consolidation qui se met en place. Il y a quand même une réaction intéressante il y a une dizaine de jours, et il y a 3 semaines maintenant, avec ce doji porteur d'eau, hein, celui-là, dans bas de séquence baissière, a permis une grosse accélération haussière. On était buté sur la zone cible. Là, on accumule sous 92-80, zone de résistance importante. On ne rebaisse pas franchement. Pour l'instant, stabilisation du côté du pétrole. Tant qu'on est au-dessus de 87,40, on essaie de viser des accélérations haussières. Et pourquoi pas le débordement de cette oblique sur laquelle on a buté encore une fois. Donc, vraiment le niveau clé et le niveau au-delà duquel le pétrole réaccélérerait. Ce ne serait pas bon signe pour les valeurs en dehors des pétrolières. En revanche, rupture de 87,40 et surtout 84,10, ça ce serait un niveau qu'on n'a pas testé depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois maintenant, donc un risque d'accélération un peu plus marqué, peut-être une détente qui serait intéressante pour les indices. L'or et l'argent pour terminer. L'or et l'argent. L'once d'or en hebdomadaire crée en ce moment une zone qui peut être une zone d'accumulation. On se rappelle, hein, on va dézoomer là sur un graphique mensuel, on va prendre un graphique hebdomadaire pour montrer la configuration de l'argent. On a un grand trading range, on avait rebondi plusieurs fois sur le bas de ce range, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, on est en train d'entamer la 5e fois, on était passé en dessous en mensuel, et puis il y a une réaction qui se produit, et à l'heure qu'il est, on vaut 1662 $ l'once, sous la résistance majeure à 1688 en mensuel, mais au-delà d'un petit niveau intermédiaire qui s'est créé, donc en hebdomadaire, on va aller le chercher, situé à 1644,50. Donc tant qu'on est au-dessus, on peut travailler des écarts jusqu'à 1675, l'autre niveau intermédiaire 1675, et puis au débordement de 1688, accélération haussière 1753 probablement, et cette oblique baissière sur laquelle l'or avait buté plusieurs fois avant d'accélérer à la hausse et de connaître son envolée du mois de février 2022. Voilà pour l'or qui donc donne des signaux de stabilisation pour l'instant, et peut-être une zone d'accumulation. Il se passe quelque chose. C'est quand même la 5e semaine d'affilée qu'on tient dans cette zone sans la rompre en clôture hebdomadaire. Et puis, dernier élément, un peu le même genre de configuration sur l'argent, qui pareil, de la même façon, stabilise depuis maintenant plus longtemps même lui, puisque ça fait depuis début juillet que l'argent a préservé, sauf en une seule clôture hebdomadaire fin août, ce niveau de 18,26, c'est vraiment un niveau de support clé, bien travaillé. Peut-être aussi donc toujours des niveaux d'accumulation sur le long terme, on en a parlé plusieurs fois, et puis des éléments d'achat spéculatif. Au-delà de ce niveau de support qui est vraiment majeur, hein, c'est vraiment une zone clé, on voit qu'elle a été travaillée énormément dans les mois et même les années passées, hein, puisque c'était un niveau de résistance déjà en 2017 et évidemment 2019 puis 2020. Voilà les éléments graphiques que je voulais porter à votre connaissance cette semaine. On va pour la fin de semaine donc surveiller évidemment les publications attendues, quelques valeurs qui me semblent intéressantes sur l'indice parisien. Ça aussi, ça vient renforcer un petit peu cette idée de rebond possible à court terme. Encore une fois, je lis du bout des lèvres, il va falloir confirmer, déborder les niveaux qu'on a vus ensemble, mais il y a un peu plus de valeurs dans l'indice CAC 40 qui présentent des signaux de force. Alors, je vous les cite, vous pourrez les regarder. Publicis, elle est forte depuis quelques temps, elle tient bien, on est rentré dessus d'ailleurs. Legrand, pour des questions de
volume à chaque fois qu'elle rebondit. Les volumes sont un peu meilleurs à la hausse. Ça, c'est un petit signal. Saint-Gobain, on l'avait déjà évoqué plusieurs fois. C'est pas flagrant encore, ça n'accélère pas, mais le mouvement est en tout cas stabilisé. Il y a quelques éléments. Schneider Electric aussi. Renault a invalidé son étoile du soir. Ça, c'est important. Elle repasse au-dessus. Donc il y a peut-être un signal d'amélioration aussi de ce côté-là. Airbus, qui était en retard, tient plutôt pas mal. Safran surperforme en ce moment, elle remonte avec un peu de volume. On a Dassault Systèmes qui stabilise depuis juin dernier entre ces retracements de Fibonacci de 50 et 61,80. Ça fait longtemps maintenant qu'elle stabilise sur ces niveaux-là. Donc ce sont des niveaux d'accumulation de long terme et évidemment des investisseurs de long terme ne peuvent pas être insensibles à de tels niveaux de retracement de toute la hausse Covid, bien entendu. Saint-Gobain, on l'a évoqué. Les cibles haussières sur Saint-Gobain, c'est de l'ordre de 10% par rapport au cours de clôture d'aujourd'hui. Donc pas des mouvements extrêmement importants, mais il y a peut-être de quoi faire et de quoi consolider, construire la première jambe d'un marché peut-être plus haussier pour les semaines qui viendront. On a Essilor toujours qui tient très bien. Eurofins qui, alors qu'elle baissait, eh bien, a vu des volumes diminuer, donc baisse de la pression baissière, ça c'est intéressant aussi à surveiller, même si la structure de retournement est petite encore, mais il y a quelque chose qui se passe, une stabilisation qui se met en place. Kering est peut-être, elle, en train de faire un double bottom, là les deux creux sont à plus d'un mois d'écart, et il y a peut-être quelque chose qui se passe, c'est pas notre valeur préférée dans le domaine du luxe, mais c'est pour dire qu'il y a des éléments intéressants. On voit que dans le luxe, d'ailleurs, le secteur sous-performe en ce moment, lui seul. Si on prend des valeurs comme Hermès ou LVMH, elles sont plus performantes pour l'instant, elles tiennent mieux. Parmi les autres valeurs, on a Stellantis, qui aussi dans le secteur automobile, donc le petit tressaillement qu'on voyait du côté du secteur automobile. Stellantis, la seule chose qui m'embête avec Stellantis, c'est que tout le monde est consensuel dessus. Son PER de 2 eh bien, fait dire que c'est un achat qui ne pourra pas, sur le moyen terme ou long terme, eh bien, être décevant, même si elle baisse encore un peu. Reste que pour l'instant, même si le consensus est là, ça veut dire que si le consensus est là, tout le monde a acheté. Pour l'instant, elle ne décolle pas. Ça m'ennuie un petit peu sur cette valeur-là en particulier. Il n'y a pas d'invalidation, mais quelque chose à regarder. Donc, si un signal graphique se met en place, sachez qu'elle aura du soutien, celle-ci. Voilà les éléments que je voulais porter à votre connaissance pour cette semaine. Donc pas mal d'éléments à suivre encore. Probablement toujours de la volatilité, des marchés creux. Une échéance donc des mensuels des marchés dérivés vendredi prochain à 16h sur l'indice CAC 40 qui va probablement, et puis à midi sur l'Eurostoxx. Donc probablement des mouvements erratiques. On rappelle que au cours des séances de l'échéance des marchés dérivés et des semaines d'échéance des marchés dérivés, les mouvements techniques et les considérations techniques amplifient les mouvements, donc il peut y avoir des accélérations dans un sens comme dans l'autre. Donc ça peut fausser les choses et fausser les signaux ou les amplifier en cas de débordement, donc de ces niveaux techniques aussi. Toujours considérer en parallèle les volumes, le stress, la volatilité et puis le soutien ou pas du côté de la position ouverte. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le service Info d'Expert, vous pouvez toujours vous connecter sur le site de Bourse Direct dans la rubrique Outils et services. Vous avez le lien vers Info d'Expert dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous pouvez toujours contacter Bourse Direct ou la salle des marchés pour plus d'informations. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous.